ce petit déjeuner donc, sur l'intelligence artificielle à Concarneau. Donc je remercie CCA, Concarneau Cornouailles et Agglomération, de nous recevoir et de nous prêter ses locaux pour cette matinée donc, sur l'intelligence artificielle. Alors, bon, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de conférences sur l'intelligence artificielle, hein, déjà depuis quelques temps. Probablement, y avez-vous assisté à un certain nombre. Il n'empêche que ça nous paraissait évidemment très intéressant que nous-mêmes nous penchions sur cette affaire. Bon, il ne s'agira pas pour nous, en fait, de faire un débat, on va dire, de société, hein, sur ce qu'est la place du robot dans la société française de manière générale, mais plutôt de regarder les aspects économiques, d'usage, et comment ça s'insère dans l'entreprise, et comment bénéficier finalement de cet apport, et qui répond quand même à un grand nombre de questions. Donc pour ce faire, nous avons demandé donc, à l'ENIB de s'associer à cette présentation. Nous avons aussi donc l'INPI qui est partenaire de cette présentation, l'INPI donc qui en fait référence sur la partie propriété industrielle. Donc on a demandé à l'INPI, à Cédric Buche notamment, et à Amélie Legelot dans un premier temps d'intervenir sur cette histoire de l'intelligence artificielle et de robotique. Et dans un deuxième temps, donc, nous aurons Jirek Demel, qui interviendra également, mais plutôt sur le champ de l'agroalimentaire, et ça se fera dans une deuxième partie à 10h, puisque, vous le savez, par tradition, nos petits déjeuners dans leur première partie se terminent à 10h. Voilà, je vous souhaite une bonne matinée, et à plus tard pour des questions. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci de nous avoir invités. C'est bien, assez bien. Voilà, comme ça, on entend bien. On est 3 personnes aujourd'hui. Donc Jirek Demel qui est au fond avec la barbe et les cheveux longs, qui va vous faire qui passera tout à l'heure. En fait, il sera vraiment focalisé sur la partie bioinformatique agroalimentaire. Et donc Amélie Legelot qui est doctorante dans le laboratoire, qui est spécialiste des robots, et plus particulièrement des cobots, donc des robots qui sont en interaction avec un humain. Et donc moi c'est Buche, donc je suis chercheur au LabStick, qui est un labo CNRS. Donc je vais vous faire une présentation plus générale sur l'intelligence artificielle, les bénéfices pour l'entreprise, qu'est-ce que en tant qu'entrepreneur vous pouvez faire là-dessus, les moyens d'investissement, etc. Donc je ne connais pas du tout votre background en intelligence artificielle et en informatique, donc j'ai prévu un truc assez généraliste. Donc vous n'hésitez pas à poser des questions, hein, c'est pas du tout un souci. Voilà, donc au laboratoire, on va présenter un petit peu à la fin, on est 600 chercheurs environ. Il y a à peu près 50 personnes qui sont spécialistes d'intelligence artificielle. On en parlera un petit peu après. Donc j'ai prévu pour ma part une présentation sous 4 volets, donc une présentation très générale sur l'intelligence artificielle. Un exemple, puisque sans exemple c'est quand même un petit peu compliqué à comprendre, sur quelque chose de très actuel, la voiture autonome. On parlera d'usine du futur et je présenterai un petit peu les activités du laboratoire. Alors j'ai prévu pas mal de vidéos, parce que sinon c'est un peu ennuyant. Alors, je voulais commencer, bon, nous on vient avec beaucoup de robots parce qu'on fait de la robotique, mais il faut pas confondre en fait intelligence artificielle et robot, même si on va en parler beaucoup aujourd'hui. Donc la question c'est qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Donc déjà il faut éviter de confondre les deux. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Donc l'intelligence artificielle, c'est des programmes informatiques que vous retrouvez à peu près dans tout, dans votre quotidien, c'est-à-dire dans votre voiture, dans votre smartphone, dans votre moteur de recherche, même certains dans leur frigo. Frigo Android pour ceux qui en ont. Et donc le principe, c'est d'analyser un petit peu ce qui se passe. Alors ça peut être, comme on le voit au niveau d'une voiture, mais c'est votre moteur de recherche, c'est votre smartphone, comme je vous disais. Donc dans tous ces éléments-là, vous avez de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des programmes qui vont analyser les activités des gens, éventuellement ce qui se passe autour, et qui
qui arrive à trier, traiter, stocker les informations de manière à produire une intelligence. Et ça, c'est fait par ce qu'on appelle des algorithmes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? C'est très simple à comprendre, hein. C'est un programme informatique qui prend des éléments, comme si vous faisiez une recette de cuisine. Donc les éléments de la recette de cuisine, c'est les données. Par exemple, votre âge, votre numéro de téléphone, etc. Et qui suit une recette, ça c'est l'algorithme, de façon à produire un résultat qui est votre gâteau, etc. Bah là, c'est par exemple la détection d'un piéton pour une voiture autonome, quoi. Donc pour faire tout ça, hein, bah, y a énormément de données qui sont mises en œuvre. Alors là, on va prendre l'idée de traitement d'image. Donc si vous avez plein de données sur une personne, c'est le cas de Facebook par exemple, hein, vous avez tagué Fred ici, et ben, l'algorithme, à partir du moment où il fait l'association entre l'image et le nom de la personne, sera capable de retrouver toutes les personnes. Si on recherche Fred, on va retrouver toutes ces photos. Alors un algorithme classique, si on prend une photo de cette personne qui s'appelle Fred, sans qu'elle soit étiquetée avec le nom Fred, elle n'arrivera pas à s'en sortir. Elle ne retrouvera pas cette photo comme étant Fred. Et donc c'était là qu'intervient quelque chose de assez nouveau en intelligence artificielle qu'on appelle l'apprentissage artificiel, le machine learning en anglais. C'est des choses que vous voyez peut-être pour ceux qui suivent un peu les émissions culturelles sur l'intelligence artificielle. C'est des algorithmes particuliers qui arrivent à extraire de l'information sans qu'elle soit étiquetée. Donc, le machine learning va associer cette photo à Fred, puisqu'il va faire une espèce d'association entre toutes les informations qu'il a de cette personne, qui sont déjà étiquetées, et celles qui ne le sont pas. Alors comment elle va faire ça? Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre toutes les photos de Fred. Donc sur Facebook, il y en a beaucoup, plein. Et elle va essayer de trouver des éléments communs à tout ça. Le nez, la bouche, les yeux, les contours des oreilles, etc. Et elle va éliminer tout ce qui n'est pas pertinent. Et donc à partir de là, à partir de l'étiquetage de Fred qui est Fred, elle va réussir à faire le lien et à trouver un Fred qui n'était pas étiqueté. Et ça, elle arrive à le faire grâce à ce qu'on appelle du big data, c'est-à-dire qu'il y a énormément de données qui permettent que ces algorithmes de type machine learning arrivent à faire ce type d'exploit. Donc cet exemple sur un traitement d'image, il est valable. Là, il y avait, c'est passé un peu vite, il y avait une imagerie médicale, ça marche aussi très très bien. Le machine learning marche exceptionnellement bien dans le cancer du poumon, par exemple. Bien mieux qu'un expert mondial du domaine. Donc vous prenez une radiographie du poumon, les algorithmes de machine learning arrivent à détecter de façon plus optimale que les médecins s'il s'agit d'un cancer ou pas. Mais c'est également valable dans d'autres éléments, hein, l'apprentissage de la parole. Vous connaissez peut-être Siri ou ce genre d'éléments de reconnaissance vocale qui sont aussi basés sur du machine learning. Donc le principe, hein, pour que ça soit très clair, parce que j'ai l'impression que je n'ai pas été très clair, c'est qu'on n'a pas besoin de donner toutes les données aux algorithmes, il peut les apprendre tout seul. Et c'est ce qui va faire que votre voiture autonome, elle va pouvoir détecter un piéton qu'elle n'a jamais vu avant, puisqu'on lui a expliqué ce que c'était qu'un piéton. Alors, j'espère que j'ai été assez clair. Donc, quelques exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle. L'analyse de texte. Donc moi j'étais chez Capgemini la semaine dernière. Ils ont un problème à Paris, là, ils ont 10 000 contrats qui arrivent à peu près par an. Et la plupart des contrats font plus de 500 pages. C'est pas leur format, c'est pas eux qui les écrivent. Ça devient très compliqué de trouver les clauses qui peuvent poser problème. Ils n'ont pas assez de juristes et voilà, c'est très compliqué. Donc ils utilisent l'intelligence artificielle depuis très peu et donc ils nous ont sollicité là-dessus pour pouvoir extraire automatiquement à partir des contrats les éléments clés et les alerter. Voilà, à telle page, à tel endroit, il y a une clause que vous devriez regarder. Ou à tel endroit, à telle page, il y a un montant qui paraît être suspect.
Ça permet aussi de modéliser la connaissance pour aider la prise de décision. Vous avez peut-être remarqué que si vous allez chez votre médecin traitant, il vous pose tout un tas de questions au début. Est-ce que vous êtes fumeur, pas fumeur, tout un tas de questions assez standards, et puis il note sur son ordinateur. La plupart des médecins ont un système d'aide à la décision qui leur dit, voilà, la personne elle a tel âge, elle fume pas, elle a eu tel passé. Les possibilités de problème sont ce problème. Ça les aide dans leur décision, et ça c'est très classique. Donc c'est fait à partir d'expertise, au fur et à mesure des années, on arrive à extraire des choses. Donc produire de la connaissance, le machine learning, comme je viens de vous expliquer, donc on essaie de trouver des éléments communs à des données pour en faire des généralités. L'analyse d'images ou de scènes en temps réel, donc trouver un élément bizarre dans la scène. C'est ce qui est fait dans les aéroports, par exemple, pour un petit peu détecter s'il n'y a pas des gens un peu spéciaux qui traînent. Et enfin, la réalisation d'actions. C'est ce qu'on vous montrera avec le petit robot qui, une fois le traitement de l'intelligence artificielle fait, agissent. Alors, comment ça fonctionne? Une petite vidéo explicative. Alors on va prendre un exemple que certains connaissent, mais tout le monde ne connaît pas, c'est le jeu de Go. Très connu en intelligence artificielle, puisque c'est un problème qui était réputé insolvable il y a quelques années. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où il y a des galets qui sont noirs et des galets qui sont blancs. Et donc il y a énormément de combinaisons à ce jeu. Donc c'est vous pouvez battre les galets à peu près sur toutes les cases. Là. Donc il y a plus de 160 cases de chaque en longueur et en largeur, donc ça fait 161 intersections. Je ne sais pas jouer à ce jeu-là, honnêtement, mais c'est très compliqué. Donc le principe, c'est de bouger ses pions pour encercler l'autre. Et on essaie d'avoir le plus d'espace possible, si j'ai bien compris. Vous avez beau prendre 5000 PC, ça ne marchera pas, en fait. Donc c'est là que l'intelligence artificielle est intéressante, puisqu'elle va essayer d'extraire des trucs sans explorer toutes les possibilités. Elle va essayer d'être intelligente, justement. Alors comment elle va faire? Elle va prendre toutes les parties qu'elle a pu observer au fur et à mesure du temps. Tout a été enregistré la plupart du temps. Et donc pour une situation donnée, elle va associer un score. Et donc quand elle retrouve une situation qui lui ressemble, elle va essayer de reproduire les coups qui ont été menés les fois dernières, qui vont amener au meilleur score. Donc c'est ce qu'on appelle du machine learning, l'apprentissage par renforcement. Donc l'idée, c'est de faire une similarité entre des situations déjà connues et ce qui nous arrive. Quoi. Donc on estime que c'est à peu près comme ça que ça fonctionne pour les joueurs humains. Alors pourquoi ce jeu de Go est intéressant? Parce qu'il y en a des algorithmes de type deep learning dont on va parler tout de suite. Donc le deep learning, c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle dans laquelle vous avez des données, mais beaucoup, et vous passez dans des algorithmes très gourmands, très puissants, qui vont mettre pas mal de temps à réfléchir, avec du big data, donc énormément de données, et qui vont réussir à généraliser, mais beaucoup. C'est un 15 milliards de configurations du troisième coup. Vous imaginez les possibilités de généralisation. Alors c'est ce que certains appellent de l'intuition chez les humains. C'est-à-dire on essaie de recoller à des choses qu'on a déjà vues. Donc grâce à des grandes quantités de données et à des grandes capacités de calcul, on arrive aujourd'hui à exploser ce jeu de Go. Donc ça a été il y a 2 ans, je crois, à peu près, Google a sorti un algorithme qui a battu le champion du monde de Go. Et c'était inenvisageable il y a encore 5 ans peut-être. Alors, l'idée, c'est au-delà des situations qui sont déjà connues, qui n'explorent pas le milliard de configurations qu'il peut y avoir. Ce qu'ils ont fait dans Google, ce qui est très fort, c'est qu'ils ont implémenté les règles du jeu de Go. Vu qu'il n'y avait pas toutes les solutions du monde dans les jeux déjà joués, ils ont fait jouer une intelligence artificielle contre une autre, en virtuel. Donc l'algorithme apprend de lui-même, il s'essaye contre lui-même. Et donc ça, c'est là-dessus qu'ils ont été très forts, et où l'intelligence artificielle a pu se faire.
Bon, il y a d'autres applications, donc on en a parlé tout à l'heure, hein, cancer du poumon, robotique, Amélie vous en parlera bien mieux que moi tout à l'heure. Alors ça, c'est assez intéressant, hein, on n'imagine même pas que l'intelligence artificielle peut faire ça. L'intelligence artificielle peut générer des œuvres d'art. Ça, c'est une génération à partir de la photo qu'on a vue tout à l'heure de la personne qui s'appelle Fred, qui aujourd'hui sont vendues assez cher. Donc ils en mixent un peu des tendances. Alors on n'est pas à des niveaux de conscience ou des choses comme ça, hein. On va remettre tout ça au clair assez rapidement. On est sur des systèmes qui sont très efficaces sur un domaine très spécifique. Donc c'est ce qu'on appelle de l'intelligence faible. Donc il ne faut surtout pas tomber dans l'idée que l'intelligence artificielle va tout résoudre. On est très bon sur un domaine particulier. Mais par contre, on n'aura pas d'intelligence artificielle de mon vivant qui sera aussi bien qu'un humain, c'est-à-dire qu'il pourra passer de voiture à une conférence, à jouer au foot, etc. Ça, c'est pas envisagé. Alors les enjeux et limites du développement de l'intelligence artificielle. Donc les enjeux, c'est d'arriver à des éléments en rupture avec la société actuelle. Exemple, le véhicule autonome, prévu pour 2020 quand même. Hein. J'en ai conduit un hier, c'est impressionnant. Donc on va voir après, on va en parler. Ce genre de truc qui va arriver chez vous très rapidement, qui sont déjà dans certains établissements. Ça va faire très très mal à la société et c'est normal. Je veux dire, c'est comme les smartphones. Hein. Moi quand j'étais petit, il y a eu le Minitel. Voilà. C'était déjà incroyable. Là, qui n'a pas de smartphone, quoi. Enfin, je veux dire, et ça fait pas si longtemps que ça. Donc tout ça va venir et ça va être violent. Et donc comme je disais, hein, attention, les limites, ce n'est que l'intelligence faible. C'est-à-dire qu'on est spécialisé. Alors qu'est-ce qu'on a de nouveau donc, sur cette vidéo? Je ne vais pas prendre trop de retard. Je vais peut-être pas souhaiter ça. Alors un exemple intéressant, c'est la voiture autonome. Donc c'est une voiture dont la conduite est en partie ou entièrement automatisée. Certains ont entendu parler de la Google Car, par exemple, qui tourne aux États-Unis pendant plus d'un an, qui a parfaitement fonctionné. Le souci, c'est donc où positionner l'homme là-dedans, qui surveille l'environnement, qui assure la sécurité en cas de défaillance, quel est le périmètre de circulation de ces véhicules, qui fonctionnent déjà. Donc là, techniquement, ça marche. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Les voitures autonomes fonctionnent. On est sur des questions d'éthique, d'assurance. Voilà, il y a un accident, qui est responsable? La personne qui a acheté le véhicule, la personne qui a vendu le véhicule, le programmeur, voilà, qui est responsable? Donc la Google Car, hein, pour la petite histoire, elle a eu un accident au bout d'un an de circulation. Et donc le projet s'est arrêté là. Bon, une personne s'est jetée sous les roues, et on a des vidéos, et même, on a du mal à voir la personne. Et c'est pas le problème, il y a un accident. Donc comment on fait? Donc c'est pour ça que c'est ce qui l'a limité en fait. Hein. Donc sur l'exemple particulier des voitures autonomes, il y a 5 niveaux d'autonomie. Donc conduite manuelle, c'est ce qu'on a en ce moment, conduite assistée, c'est ce qu'on a également en ce moment, conduite partiellement automatisée, certaines voitures ont ça, conduite conditionnement automatisée. Donc là on commence vraiment à avoir peu de véhicules dans le commerce qui ont ça. Conduite hautement automatisée et totalement automatisée. C'est les 5 niveaux. Donc les niveaux 3 sont déjà accessibles à la vente. Les niveaux 4 et 5 sont prévus pour 2020 et 2025. En commerce. Hein. Alors, comment ça marche? Les véhicules autonomes. Donc, je vais vous parler d'une vraie voiture autonome qui ont été présentées dans les salons récemment. Donc une vraie voiture autonome, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne conduit plus, la personne est en train de lire. D'accord? Détection automatique des lignes, détection automatique des conditions de circulation, c'est-à-dire les autres véhicules, les feux rouges, etc. Donc, comme je vous disais, il y a 5 niveaux. Donc le niveau 0, tout le monde connaît.
Niveau 1, tout le monde connaît. Niveau 2, c'est les voitures les plus récentes. Niveau 3, ça va commencer à être un peu plus spécial. Donc moi j'en ai conduit une hier, du niveau 3, c'est-à-dire que bon là, la voiture sait où elle est, elle détecte à peu près tout, elle vous assiste, elle freine pour vous. Donc niveau 4, c'est ce qu'on va voir bientôt. Donc là vous êtes autorisé à ne plus toucher au volant, à ne plus regarder ce qui se passe. Mais par contre la voiture va éventuellement vous solliciter. Ça pourrait fonctionner sur autoroute par exemple, sur des tronçons connus, prévus pour ça. Tout le monde serait en mode assisté. Donc ça c'est prévu pour 2020. Si la législation est gérée, bien sûr, c'est un peu le problème. Mais ça fonctionne techniquement déjà. Donc ça va vraiment faire de la rupture sociétale. C'est-à-dire qu'on est capable de regarder un film dans sa voiture alors qu'on conduit normalement. Donc le niveau 5, c'est automatisation complète, peu importe où on est, peu importe où on va. Donc plus compliqué, puisqu'il faut absolument tout détecter. Sur des tronçons déjà connus, on pourra mettre des éléments de science. Donc il y a sur les prototypes qu'on voit en ce moment, donc la personne est carrément retournée pour discuter avec ses enfants, etc. Alors on va voir techniquement comment ça marche. Sur ces véhicules, il y aura énormément, ça marche déjà, il y a énormément de capteurs. Donc le premier capteur c'est les caméras, le second capteur c'est les radars, le troisième capteur c'est les lasers. Donc chacun a des avantages et inconvénients. Et donc le principe par exemple de la caméra, ça va être de détecter automatiquement les panneaux, les voitures, d'analyser le contenu des panneaux. Détection au niveau des lignes, donc ça sera plutôt par des radars. Détection des piétons par caméra. Les panneaux, donc est-ce que c'est tricolore, donc est-ce que c'est vert, les piétons? Donc le problème de tout ça, bien sûr, c'est que si un capteur ne marche pas, qu'est-ce qui se passe, quoi? Tout va être cassé. Non, parce qu'il y a par exemple un lidar, donc ça c'est une espèce de laser qui est capable de reconstruire en trois dimensions l'environnement. Donc là c'est une vision du lidar, ça fonctionne très bien. Ces trois capteurs sont redondants, c'est-à-dire qu'ils donnent les mêmes informations. D'accord? Donc ça permet de vérifier en fait qu'il n'y en a pas un qui est en dysfonctionnement. Ce sera exactement comme ça que ça fonctionnera. Enfin, ça fonctionne déjà. Donc pour se déplacer, tout le monde connaît Google Maps. Donc voilà, c'est déjà réglé également. Donc on sait à peu près par où il faut passer quand, où est-ce qu'il y a des bouchons, etc. Bon, Denis en parlera avec moi. Donc un peu laisse tomber, j'avais prévu un petit quiz pour voir si vous suiviez, mais vous suivez bien. Donc c'est bon, on va pouvoir le zapper. Donc je vais vous présenter un petit peu les activités du labo, puis qu'est-ce que, en tant qu'entreprise, vous pouvez espérer l'intelligence artificielle et comment vous pouvez investir là-dedans. Donc je vais prendre l'exemple de notre laboratoire. Donc nous on est, comme je disais, 600 chercheurs, et une action intelligence artificielle qui est prévue là-dessus. Donc voilà les domaines qu'on traite actuellement. Donc il y a deux gros laboratoires en Bretagne, le LabSix, nous, et l'IRISA qui est plutôt Rennes. Donc on fait de la connaissance, du machine learning, du signal processing, de la robotique, que vous verrez en démonstration tout à l'heure, des neurosciences et des algorithmes et la prise de décision. Donc ça on en parlera pas, on n'a pas trop le temps. Voilà, ce qui vous intéresse, vous êtes entrepreneur, donc comment investir en intelligence artificielle? Alors il y a plusieurs façons de faire, donc je vais vous donner des exemples. Donc généralement vous n'avez pas les compétences. Et même les gros groupes, Naval, Thales, etc. viennent nous voir parce qu'ils ne savent pas faire, c'est normal, c'est trop nouveau. Donc on travaille en partenariat. Je vais donner le cas d'Ericsson, Recherche et Développement France, qui est venu nous voir. Alors ils avaient un problème qu'ils n'arrivaient pas à résoudre, ils avaient pris je ne sais combien d'ingénieurs, ils ne s'en sortaient pas. Donc on a fait un contrat de prestation avec eux. Alors c'était quoi le principe? Je vais vous montrer ça.
Donc c'était pour l'analyse automatique destinée au Paris Saint-Germain et pour donc en temps réel analyser un petit peu tout ce qui se passe. Et pour tester ça, ils avaient débuté par du tennis, analyser l'activité sur tennis. Alors il y a des systèmes qui existent pour analyser l'activité sur un terrain de tennis. Ça coûte 150 000 € le match, c'est ce qui utilisait Roland Garros. Donc c'est beaucoup trop cher. Donc là, ils voulaient une solution 30 € tout en un pour tout terrain de tennis de personnes qui puissent utiliser. Donc le principe, c'est que là, vous êtes sur un terrain de tennis où il y a la chaise de l'arbitre et on a mis une petite caméra Raspberry qui vaut 30 €. L'idée, c'est d'aider les deux joueurs à analyser leur activité, donc savoir est-ce qu'ils jouent bien, est-ce qu'ils jouent mal. Ça, c'est du long terme. À court terme, ce qui les intéresse surtout, c'est d'avoir un arbitre, puisqu'il y a beaucoup de balles qui sont litigieuses dans les clubs, si j'ai bien compris. Et donc d'analyser où est la balle, est-ce qu'elle est dedans, en dehors, etc. Donc un arbitre virtuel, quoi. Donc l'intelligence artificielle prend cette vidéo, elle va essayer d'analyser un petit peu tout ce qui se passe. Donc on a mis sur leur téléphone, en fait, ils avaient la possibilité de voir ça à tout moment, pendant le match. Analyse en temps réel des coups qui sont portés, quoi. Donc les joueurs jouent et on analyse en fait la trajectoire des balles. Donc il y a un suivi de trajectoire. Donc là, vous voyez la balle déjà, c'est pas évident de la suivre. Donc on propose qu'ils puissent voir ça après le match, donc pour pouvoir voir où est-ce qu'ils ont tapé. Et à la demande, ils pouvaient demander est-ce que la balle est dedans ou dehors. Donc il y a une petite IHM qui était faite en haut pour savoir où se passe la balle, est-ce qu'elle est dans la partie carré vert ou en dehors, donc ça s'affiche en rouge. Donc ça a été utilisé sur un tournoi international à Lannion. J'y connais absolument rien en tennis, donc je ne pourrais pas vous dire où c'est. Et c'est utilisé aussi pour des entraînements, donc un coach définissait des zones dans lesquelles le joueur de club devait taper, je ne sais combien de fois, et puis les algorithmes analysaient si c'était bien le cas. Et donc on a également travaillé avec des chercheurs en sport qui étaient capables d'indiquer si les niveaux de jeu étaient de type tel classement, ou tel classement, ou tel classement. Donc ça c'est un exemple du traitement analyse d'image. Donc c'est une contrat de prestation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'exemple de Stago. Donc Stago, je vais vous montrer. Donc là c'était plutôt de la... Alors Stago, donc c'est le leader au moins français, mais peut-être mondial, en tout ce qui est machine à l'hôpital. Donc ça c'est une machine qu'on trouve par exemple à l'hôpital de Brest, qui permet de faire tous les traitements sanguins. Donc vous faites une prise de sang, on vous dit bon ben voilà, il faut analyser tel truc et tel truc. Ce qui se passe c'est qu'ils mettent le tube de sang dans cette machine. Cette machine est très compliquée à utiliser. À Brest, il y a un IUT qui est spécialisé là-dessus. Donc il y a 2 ans d'études juste pour apprendre à l'utiliser. Il y a 2 machines sur tout Brest. Il est clair que la formation elle est très courte sur vraie machine. Donc ils nous ont demandé de faire un simulateur dans lequel on simulait tout le fonctionnement en fait, de la machine, de façon à ce qu'un élève puisse se former virtuellement. Donc on a reproduit en fait tout ce qui se passait à l'intérieur et on a créé par intelligence artificielle des pannes artificielles de façon à ce que l'élève puisse ne pas s'en sortir. Donc par exemple là il prend un flacon de je ne sais quel produit pour mélanger et mettre dans la machine. Donc ça c'est un contrat qui avait été fait avec ces sociétés où là il y avait un co-encadrement de doctorants en fait, qui avait été mis en œuvre. Donc une thèse industrielle, ça c'est une possibilité pour vous, c'est-à-dire que une entreprise a envie d'investir pendant 3 ans sur un employé, je vous expliquerai le principe après, et donc bénéficie d'une expertise de notre part. Il y a des thèses aussi qu'on appelle CIFRE, je vous expliquerai aussi le principe après, donc alors ça c'est assez intéressant, donc c'est une société sur Brest, où est-ce que j'ai mis ça? C'est ici. Qui souhaitait investir dans le comportement pour des joueurs de jeux vidéo. C'est pareil, c'est un truc qui n'existe pas ça. Donc quand vous jouez dans certains jeux vidéo, PlayStation, Wii, ou etc.,
Les joueurs en face sont un petit peu ennuyants puisqu'ils ont souvent le même comportement. Pourquoi? Parce que ces comportements sont précodés. Alors nous, ce qu'on a proposé dans cette thèse, c'est l'entreprise qui nous a demandé ça, c'est de suivre un humain. Donc là, c'est moi qui est en train de jouer en fait. Et l'algorithme apprend de ce que je fais. Donc là, sur la gauche, vous avez mon déplacement qui a été suivi par l'algorithme. Moi, je suis en vert. Et en noir, c'est la topologie de l'endroit où je me déplace. Donc l'algorithme est en train d'apprendre ma façon de me déplacer. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par observation. C'est-à-dire qu'un algorithme classique, qu'est-ce qu'il ferait? Le personnage passerait par tout le temps le même endroit. Ce qui est très ennuyant pour un joueur, puisque vous savez exactement qu'il va aller tout le temps à cet endroit-là, vous allez pouvoir le tuer à chaque fois. Là, non, là, l'algorithme, il s'adapte en temps réel, c'est-à-dire qu'il est en train de voir un petit peu tout ce que je fais, et donc il passe par les endroits que les humains passent, qui n'étaient peut-être pas prévus par l'algorithme, d'ailleurs. Et donc, au bout d'un petit moment, je ne vais plus me suivre, je vais lâcher le personnage, et le personnage va se déplacer de lui-même, en suivant une trajectoire suivie par d'autres humains. Donc ça, c'est assez intéressant, ça marche en 2D, en 3D, bien sûr, c'est une carte en 3D où il y a des sauts, etc. Donc ça, c'est pour le déplacement. Maintenant, on va faire la même chose pour le comportement. Quand est-ce qu'on tire, quand est-ce qu'on saute, quand est-ce qu'on se déplace. Donc tout pareil, hein, si c'est défini par un algorithme, c'est très ennuyant. Donc ce qu'on a fait, la même chose. Je vais prendre le contrôle de ce joueur et je vais jouer. Et l'algorithme va apprendre. Dans telle situation, je suis en train de tirer. Dans telle situation, je suis en train de sauter. Dans telle situation, je suis en train de me déplacer. Donc là, je vais jouer pendant 2-3 minutes. Un petit peu accéléré, tac. Voilà. Donc là, le personnage a appris de mon comportement au bout de 3 minutes de jeu, et donc je joue tout seul. Donc il se déplace comme moi, il a un comportement comme le mien. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qui n'existe pas dans l'industrie. Il n'y a pas ce genre de technique. Et pour les jeux vidéo, c'est vraiment intéressant. Donc il suffit de suivre un petit peu ce que font les humains, pour qu'en face, on mette des comportements qui ressemblent à l'humain. Et c'est exactement ce que veut un joueur. Il ne veut pas quelqu'un qui tue à 200 mètres en pleine tête, parce que c'est un algorithme qui a été codé, ou un truc qui fait tout le temps la même chose. Ça, c'est pas fun. Ce qu'il veut, c'est avoir l'impression de jouer contre d'autres humains, même si c'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que j'ai comme exemple à vous montrer? Combien de temps il me reste? Tac. Il est 9h05, Cédric. Ouais. C'est bien? C'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais. Du coup, dernier exemple, test financé par Serval. Donc pareil, hein, c'est une entreprise qui nous a sollicité, qui a embauché quelqu'un qu'on suit. Alors, on verra les démonstrations après, hein, mais le principe, c'est de faire de la RoboCup. Donc je vais montrer ça. Hop. Donc là, c'est de la robotique, hein, Amélie va vous en parler bien mieux que moi tout à fait. Donc il y a une compétition internationale dans laquelle il y a tous les labos mondiaux et surtout tous les industriels mondiaux. C'est ce type de robot qui joue au foot. On vous fera une petite démonstration tout à l'heure sur le mini-terrain. Donc le principe, c'est que les robots sont complètement autonomes. On n'a pas le droit d'interagir avec eux, donc ils doivent détecter un peu tout ce qui se passe au niveau des autres joueurs, des balles, etc. Donc c'est un gros défi technique, hein, puisque la capacité de ces petits robots, c'est à peu près votre téléphone portable d'il y a 10 ans. Que ce soit en vision ou en capacité de calcul. Et donc ça, c'est un challenge formidable pour les industriels et pour les chercheurs également, de pouvoir faire progresser tous les algorithmes de vision, de prise de décision, de capteurs. Donc là, on a une entreprise qui vient d'investir avec nous là, pour financer un doctorant, pour travailler là-dessus en fait. Et ça peut amener à développer des trucs en industrie. Même si c'est du foot, il y a toutes les problématiques qu'on peut avoir en industrie. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui peuvent être non survenus, ils doivent travailler en équipe, faut réagir très rapidement. Donc là, vous pouvez être sûr qu'il y a tous les gros industriels mondiaux qui sont là. Donc il y a un étudiant qu'on a vu furtivement là, qui était un de mes étudiants, qui a 2 semaines après, il a reçu un coup de téléphone, une proposition de Cisco Systems à 150 000 $ l'année pour l'embaucher. Parce que c'est des compétences que les boîtes recherchent, quoi. Donc c'est ce qu'on appelle un doctorant, quelqu'un qui a un niveau Bac+5 qui va arriver à un niveau Bac+8.
que vous pouvez embaucher en CDD ou en CDI. La plupart des boîtes choisissent de prendre en CDI. Donc j'ai pris l'exemple d'un salaire chargé d'un doctorant qui est d'environ 32 000 €. Le coût effectif pour l'entreprise est de 8 000 € pour 3 ans. D'accord, donc on est d'accord que c'est pas très cher. Et donc il y a quelque chose qui est assez intéressant pour vous aussi. Si vous recrutez cette personne à la suite, donc en CDI après la thèse, le salaire chargé est compté double et les frais de fonctionnement sont portés à 200% du salaire chargé. Donc ceux qui savent comment ça marche, vous voyez l'intérêt, puis sinon vous demandez à votre comptable. Donc ça, grosso modo, la personne ne vous coûtera rien en pratique pendant 5 ans, avec une compétence très très importante. Donc beaucoup d'entreprises, les entreprises que j'ai citées là, ont eu un premier pas où ils se sont posés un petit peu des questions, est-ce que j'y vais pas. Dans toutes ces boîtes-là, on est à la je ne sais combienième thèse. Puisqu'ils ont vu que ça leur coûtait rien, ils avaient une embauche vraiment intéressante. Virtualite, on doit être au moins la 5e, Serval, je dirais au moins la 3e. Stago, je ne sais plus combien on a. Voilà. Si vous avez des questions là-dessus, on pourra en reparler. Je passe la main à Amélie. Donc Amélie, doctorante, elle est justement financée, pas par une entreprise, mais elle aurait pu, pour monter en compétence donc, sur des thématiques d'intelligence artificielle. Elle est spécialiste des robots qui sont en interaction avec l'humain, ce qu'on appelle des cobots. Donc je vais vous parler donc, des robots et comment ils sont utilisés ou ils peuvent être utilisés dans l'industrie. J'attends juste que le diapo démarre. Donc Amélie était ingénieure et donc elle a choisi de faire une thèse pour monter en compétence. Donc je vais vous parler plus de la partie robotique. Donc comme le disait Cédric, les robots, on va dire que c'est comme un ordinateur mais avec des moteurs, donc il peut agir dans l'environnement. L'idée c'est que en plus d'avoir juste un robot qu'on peut programmer simplement, on peut lui rajouter de l'intelligence artificielle pour qu'il fasse des choses plus intelligentes et pas juste un programme comme on peut faire sur un ordinateur. Donc pour vous parler des robots, puisque je me base sur, on va dire, aucune connaissance, je vais partir de la base pour vous expliquer en gros ce qui existe déjà en industrie. Donc les robots, qu'est-ce que c'est? Alors principalement il y a deux types de robots en industrie, après il y a des robots aussi humanoïdes. En industrie il y a soit des robots cartésiens ou des robots polaires. Donc ce qu'on appelle robots cartésiens, c'est des robots qui se déplacent selon un certain axe. Donc là vous voyez le robot cartésien, il peut se déplacer selon les 3 axes verticaux. Et le robot polaire, lui, la différence c'est que au lieu de bouger horizontalement ou verticalement, il bouge selon des rotations. Donc il peut tourner et aller dans des endroits qu'un robot cartésien ne pourrait pas aller. Donc c'est à peu près les deux types de robots qui sont utilisés dans l'industrie. Après il y a d'autres robots dont je vous parlerai un peu plus tard, des robots humanoïdes, mais ils sont moins utilisés dans l'industrie. Alors au bout des robots, donc, les robots ils peuvent être utilisés pour faire différentes tâches, ça peut être de l'assemblage, du conditionnement, manutention, peinture, soudure, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec les robots. Ce qui change, c'est en fait ce qu'on met au bout du robot. Parce que vous voyez en fait les robots là, il peut y en avoir différentes formes, différentes tailles, nombre d'articulations qui varient, mais ce qui change principalement pour faire des choses différentes, c'est ce qu'on met au bout du robot. Au bout du robot, il peut y avoir une pince pour attraper des objets, des ventouses, donc pour faire du vide et également attraper des objets. Justement, pour les robots qui font de la soudure, on met ce qu'il faut au bout du bras pour faire de la soudure, de la découpe d'objets, de la peinture, donc ça dépend vraiment de ce qu'on met au bout du robot, que ça conditionne qu'est-ce qu'il peut faire. Donc pour expliquer un peu ce que les robots font, j'ai mis quelques vidéos pour que vous voyez vraiment comment ils sont utilisés actuellement en industrie. On marche. La vidéo marche pas. Non mais c'est pas bon. Un autre exemple, là c'est pour faire de la palettisation.
Donc l'idée c'est que là il y a des cartons qui arrivent, le robot il doit prendre les cartons, les empiler comme il faut, mettre une sorte de planche de carton entre deux pour faire une palette en fait avec les différents cartons. Donc là, en fait, l'idée c'est qu'on peut mettre des robots à différents postes. Il peut y avoir un robot qui prend une pièce et qui la met sur un autre plateau. Il peut y avoir un robot qui prend les palettes et qui les met pour le robot suivant. Un autre robot qui prend les cartons et qui les empile sur la palette. On peut automatiser différentes tâches. Et il y a des robots qui peuvent aussi prendre les palettes ou les cartons et les déplacer se déplacer sur des rails et les amener à d'autres endroits. Donc ça dépend vraiment de l'utilisation, enfin de l'application dans l'usine. En général, les robots ils sont vraiment adaptés pour fonctionner de une manière, dans un cas donné, pour une application précise. C'est-à-dire que si par exemple on change la taille de carton, si on change l'utilisation du robot, là il faut vraiment tout recommencer, tout recoder, voire peut-être changer de robot selon l'utilisation. C'est pas modulable pour l'instant, c'est juste le robot il a toujours la même tâche. Donc là, une fois que les palettes elles sont faites, il y a un genre de film plastique qui est mis par-dessus, c'est pour ça que les palettes avec les cartons elles tournent pour partir pour le transport. Donc là, ça va être un autre exemple de robots qui sont utilisés plus dans l'agroalimentaire. Donc là, c'est des robots, il y a les saucisses qui arrivent à une vitesse pas possible, et le robot, lui, il doit les déplacer, et on va voir après. Donc lui, le robot, là, il doit prendre les saucisses, les mettre dans une cagette. Donc voilà, on peut vraiment automatiser différentes tâches par les robots. Vous voyez là par exemple, quand le tapis va trop vite, il y a des fois certaines saucisses qui passent à la trappe, alors que s'il y avait un système de vision, des choses comme ça, on pourrait adapter la vitesse du tapis en fonction du robot, pour éviter d'avoir des saucisses à repasser après pour les remettre dans la boîte, parce que le robot les a pas prises. Donc l'avantage des robots, c'est que quand on utilise des robots à la place d'humains, par exemple, on gagne en rapidité, en cadence, mais par contre on est quand même dans des environnements sécurisés. On ne peut pas mettre un humain pour l'instant à côté d'un robot parce qu'ils vont à des vitesses trop vite, ils peuvent avoir des mouvements qui peuvent risquer de blesser les humains. Donc pour l'instant ils sont très rapides, haute cadence, mais dans des environnements sécurisés. La performance aussi elle est grandement améliorée parce que on a déjà donné la position à laquelle il doit prendre les pièces, il sait exactement où il doit aller, donc le trajet optimal est déjà calculé par les algorithmes. Et également, il y a la possibilité d'avoir une certaine flexibilité, c'est-à-dire que si on prend un robot et qu'on veut l'utiliser pour faire autre chose, on change l'effecteur au bout et après ils peuvent être utilisés pour faire autre chose. Après, par contre, il faut refaire tous les calculs derrière pour que le programme aille bien pour la nouvelle utilisation. Mais un robot peut faire plusieurs choses. Maintenant, au niveau des technologies de vision, en général, les robots, ils ne sont pas utilisés tout seuls, ou bien on utilise juste des technologies sans robot pour avoir un peu comme de l'intelligence artificielle pour détecter par exemple la présence ou l'absence d'un objet. Si on a un capteur laser ou infrarouge pour détecter la présence d'un objet, ça va permettre au robot de savoir s'il peut prendre la pièce maintenant ou s'il faut qu'il attende que la pièce arrive. Ça permet aussi de mesurer des distances. Si par exemple les objets arrivent à un endroit mais qu'en fait l'objet est décalé un petit peu, le robot pourrait s'adapter à la nouvelle position de l'objet. Il y a des caméras 2D qui peuvent permettre de vérifier la qualité.
Par exemple, là, ils sont utilisés pour la lecture, par exemple, d'un code barre, pour voir de quel objet il s'agit, ou par exemple pour les lettres, vérifier si on arrive bien à lire l'adresse postale. Donc ça, c'est des choses qui permettent vraiment d'automatiser les lignes de production pour détecter des défauts. Ça permet aussi de compter les produits. Si à chaque fois on voit un produit, on sait comment il est, on peut les compter. Et donc pour guider les robots, ce que je disais, pour ajuster le mouvement quand les positions sont décalées. Donc ça, c'est des technologies de vision qu'on peut rajouter aux robots ou utiliser aussi indépendamment sans les robots. Donc ça existe déjà pour l'instant. Donc qu'est-ce qui peut se faire dans le futur au niveau de l'usine? Donc il y a des robots mobiles, donc des robots qui sont plus fixés à un seul endroit mais qui se déplacent dans l'espace. Les cobots, c'est des robots collaboratifs, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont plus enfermés dans une cage, mais il y a un humain à côté. Et également des meilleurs systèmes de vision. Donc pour les robots mobiles, l'idée c'est qu'ils naviguent de manière autonome dans l'espace. Au lieu qu'il y ait un rail pour l'amener par exemple à un point A, à un point B, juste il y a un espace vide et il arrive à trouver son chemin et savoir où aller, à partir de quel point, et également éviter les obstacles. Donc c'est utilisé pour déplacer des objets, pour changer d'emplacement de travail. Si par exemple le robot il a un endroit et qu'après il doit travailler dans un autre endroit, on peut utiliser la navigation autonome pour changer d'emplacement de travail. En général, ils sont utilisés pour la logistique, donc pour déplacer des cartons, aller chercher des pièces, des choses comme ça. Et l'idée, c'est que l'intelligence artificielle, ça permet d'adapter le robot à son environnement, donc détecter s'il y a des obstacles pour les éviter, détecter la présence ou l'absence d'objets pour savoir s'il peut prendre des choses, de naviguer de manière autonome. Donc je vais vous montrer une vidéo. Donc par exemple là c'est dans un endroit où ils stockent plein d'objets et l'idée c'est que au lieu que ce soit des humains qui aillent chercher les palettes etc, les robots ils s'organisent tout seuls, où ranger les objets, comment les ranger, où aller les chercher. Donc là c'est des robots qui se placent dessous les étagères, ils soulèvent une plaque centrale pour déplacer les étagères et aller chercher ou ranger, stocker les affaires. Donc l'idée aussi, c'est qu'il y a une multitude de robots. C'est pas qu'un robot qui est autonome, il doit détecter aussi les autres robots, savoir où il se trouve dans l'espace, où il doit aller. Donc par exemple, quand il y a une commande qui arrive, ça doit être un seul robot qui va chercher la commande. Il ne faut pas que tous les robots ils se disent bon, il y a une commande, on va tous aller chercher la commande. Il faut vraiment qu'ils arrivent à se synchroniser pour optimiser au maximum le travail. Donc là, par exemple, vous voyez que les humains, au lieu d'aller chercher les cartons en haut, tout au fond de l'étagère avec des cartons très lourds, le robot lui amène directement le carton et après l'humain gère, pour savoir, je sais pas si compter les cartons, aller chercher un objet pour le transporter, etc. Maintenant, au niveau des cobots, donc les cobots, c'est des robots collaboratifs, donc ils travaillent avec les humains. C'est pas juste un humain qui est à côté, c'est vraiment ils collaborent avec un humain pour faire une certaine tâche. Donc l'idée, c'est que les cobots, ils soient beaucoup plus simples à programmer, c'est-à-dire qu'au lieu de programmer directement un informaticien qui fait un code pour faire bouger le robot, l'idée c'est que là, l'humain, il connaît déjà la tâche à effectuer, il connaît déjà les mouvements, il montre en bougeant physiquement le bras du robot comment bouger, et après le robot il apprend tout seul comment faire le mouvement. Donc là, ça permet d'avoir une programmation beaucoup plus simple, et un utilisateur qui ne sait pas du tout programmer, il pourra montrer au robot et lui faire apprendre les mouvements. L'avantage aussi de ce type de robot, c'est qu'il peut s'adapter à un environnement, c'est-à-dire parce que le robot que vous voyez à droite, là, le robot Yumi,
il a une caméra au bout de l'effecteur, donc au bout de la pince, ce qui permet de détecter s'il y a un objet ou pas. Également plus flexible parce que si au début l'utilisateur il lui montre un certain mouvement, si par exemple après le robot il doit faire autre chose, un autre utilisateur prendra le robot et pourra lui faire faire l'autre mouvement. Donc ce sera beaucoup plus simple pour changer par exemple juste si la pièce elle change d'endroit ou elle change de forme, l'utilisateur reprogramme le robot et comme ça en 2 secondes le robot il saura faire avec le nouveau mouvement. Alors qu'actuellement pour changer entre un robot qui fait une certaine tâche et le même robot qui fait une autre tâche, des fois il faut changer l'effecteur au bout, il faut refaire tout le programme, donc tout ça ça prend énormément de temps, alors que là ça serait direct, on bouge le bras du robot et le robot il apprend. Donc là il n'y aurait plus d'environnement de sécurité, mais à côté de ça il faut que le robot il soit aussi, qu'il permette la sécurité de l'utilisateur. Donc c'est pour ça que pour l'instant ils sont en développement, donc d'ailleurs le sujet de ma thèse c'est là-dessus, sur les robots et les cobots, et leur faire apprendre des mouvements à partir du mouvement de l'humain. Mais pour l'instant, c'est sûr que le point sécurité est vraiment à prendre en compte parce que quand on met l'humain à côté du robot, il faut que le robot ne puisse en aucun cas nuire à l'humain. Donc les vitesses en général, elles sont beaucoup plus faibles, ce qui diminue un peu les risques. Et il y a aussi des capteurs qui permettent de détecter si un humain pousse ou le robot touche un humain, il va sentir une certaine force, ce qui va permettre d'arrêter le robot. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Donc c'est pour ça que pour l'instant, ils ne sont pas tellement utilisés, mais ça sera dans le futur utilisé par les humains parce que c'est beaucoup plus flexible et ça marche beaucoup mieux. Donc l'intelligence artificielle, dans tout ça, l'idée c'est que le robot il puisse apprendre. Donc c'est vraiment des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent d'apprendre le mouvement et qui s'adaptent à l'humain. Si par exemple l'humain il ralentit son mouvement, il faut que le robot il s'adapte et qu'il ralentisse également. Alors j'ai une petite vidéo pour vous montrer plus précisément. Donc là c'est une vidéo qui n'a pas été faite avec un humain parce que c'est en cours de développement, mais vous avez à peu près l'idée de comment ça marche. Donc vous voyez, l'humain et le robot, ils travaillent sur le même poste de travail et le robot, il assiste l'humain dans sa tâche en ajoutant des pièces, en soulevant des objets, voilà. Donc vraiment l'idée c'est que le robot, il travaille avec l'humain et que ce soit le robot qui s'adapte à l'humain et non pas l'inverse. Donc là vous voyez détection de collision, donc dès que le robot il détecte, soit il s'arrête, soit il va dans la direction opposée pour éviter d'autres collisions. Et avec la caméra au bout, ça permet aussi de détecter s'il y a un humain ou un objet proche pour savoir dans quelle direction aller. Donc comme je vous disais, l'effecteur au bout, on peut changer, donc que ce soit une pince, une ventouse. Là vous voyez par exemple, au bout du robot, donc il y a une pince et sur le côté c'est une ventouse aussi. Donc selon l'utilisation, on peut avoir aussi les deux en bout de bras. Donc voilà pour la partie Cobo. Et au niveau des systèmes de vision, au lieu
d'utiliser les systèmes actuels pour les codes barres, on les connaît déjà, on sait quelle forme ils ont. L'idée, c'est de rajouter des systèmes d'intelligence artificielle pour reconnaître n'importe quel objet dans n'importe quel endroit. Donc si par exemple l'algorithme a été entraîné pour détecter des chats par exemple, il pourra détecter un chat dans n'importe quelle image. Donc c'est-à-dire que si par exemple l'idée c'est de détecter si par exemple l'envoi dans la panière, il y a différents fruits, détecter quel fruit il y a, l'algorithme saura détecter les différents fruits. Donc ça peut être par exemple dans une panière avec différents objets, des objets plus industriels. Si l'algorithme a été entraîné pour, il pourra faire la différence, savoir combien il y en a et à quel endroit il se trouve. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être ajoutées au système actuel pour être plus adaptables. Donc qui marcheraient peu importe l'environnement à côté, peu importe la lumière, ça marchera dans tous les cas. Donc maintenant, donc il y aura les démonstrations des robots, ça sera un peu après, après les questions-réponses. Là, je vais vous montrer une vidéo de robots humanoïdes cette fois-ci. Donc les robots humanoïdes, comme vous voyez là, le robot Nao, ils sont plus utilisés pour faire du service, de l'aide à la personne, ou des choses comme ça. Donc la vidéo que je vais vous montrer, c'est un programme que j'ai développé lors de mon stage avec le robot Pepper, donc vous voyez l'image à droite. Je ne sais pas si vous avez très bien entendu, mais en gros l'idée c'est que... Bon, on refera la vidéo sinon avec un peu plus de son. Donc l'idée c'est que on peut avoir un dialogue avec le robot. Là par exemple, je lui ai dit bonjour, comment ça va, il m'a répondu de manière intelligente, il n'a pas répondu n'importe quoi, et il avait aussi des mouvements gestuels pour paraître un peu plus réaliste et non pas que ça soit juste statique. C'est vraiment que l'interaction se fasse de manière fluide. Donc ça c'était juste pour la parole. Ensuite ce que j'ai fait, c'est un robot d'accueil. Donc l'idée c'est que le robot il accueille les visiteurs et puisse les guider. Donc comme par exemple ils arrivent dans le laboratoire et ils cherchent une personne. Donc là j'ai ajouté au robot des nouveaux mots. Donc je lui ai donné le nom des différentes personnes du laboratoire. Et il est capable d'indiquer au visiteur soit de lui proposer de l'appeler directement au téléphone. Donc là c'est ce qu'on va voir. Le robot, il a les numéros des différentes personnes et si l'utilisateur le demande, il va appeler au téléphone le bon chercheur et lui dire de venir à l'accueil parce qu'il y a des visiteurs qui l'attendent. On va dire montre-moi le plan du cercle, donc le robot il montre le plan du laboratoire pour savoir se localiser. Là j'ai demandé par exemple à une personne du laboratoire, donc il a affiché l'image sur sa tablette. Et il propose soit d'appeler au téléphone, soit de naviguer jusqu'à son bureau. Donc là, j'ai cliqué sur l'icône téléphone. Donc là, je lui ai demandé de m'appeler, donc j'ai mis mon téléphone portable parce que c'était plus simple pour la vidéo. Donc là, j'ai demandé à ce qu'on m'appelle au téléphone. Donc mon téléphone sonne. Je décroche. Et après, le message du robot au téléphone, donc c'est un message standard, c'est juste il y a des visiteurs qui vous attendent à l'accueil, venez. Et en fonction de si la personne a répondu ou pas au téléphone, le robot va dire la personne va bientôt arriver ou la personne n'a pas décroché si elle n'a pas décroché. Et, il ne sait pas si la personne va arriver. Donc là, par exemple, comme j'ai décroché, le robot il va dire que je vais bientôt arriver à l'accueil. L'autre démonstration, c'est par rapport à la navigation. Donc là, pour l'instant, le robot il est toujours sur place, il ne bouge pas. Mais si par exemple, je lui demande... Amélie Le Geleux. Ça va, on entend un peu. Je demande le chemin jusqu'à ce bureau. Touchez l'icône correspondance sur la tablette. Je vais vous amener à son bureau. Veuillez reculer et rester derrière moi lors de la navigation. Donc là, par exemple, le robot, il est aussi mobile, il peut se déplacer. Donc il a appris comment se déplacer dans le laboratoire et il va montrer aux visiteurs où il faut aller pour aller jusqu'à mon bureau.
Donc c'est pareil, après c'est un peu des algorithmes d'intelligence artificielle qu'il y a derrière, parce que le robot il connaît les différents bureaux, et en fonction de l'endroit où il se trouve, il va trouver le chemin à prendre pour aller jusqu'au bureau, le chemin le plus court. Donc là c'est un peu simple parce que c'est un couloir, donc il n'a pas trop le choix, mais l'algorithme derrière, c'est comme ça qu'il fonctionne. Là mon bureau se trouve sur la gauche, sur l'image. Donc le robot il va faire demi-tour. Voici le bureau des amis Le Genou. Je vais retourner à l'accueil. Veuillez me laisser passer. Donc voilà, il a montré aux visiteurs où se trouvait le bureau et ensuite il va revenir tout seul à l'accueil pour accueillir les prochains visiteurs. Donc là, en fonction de si le bureau se trouve à gauche ou à droite du couloir, le robot aura le mouvement de la main dans le bon sens pour montrer à quel bureau se trouve la personne demandée. Et quand il revient à l'accueil, donc ça va être comme au début, on peut lui parler, lui poser des questions, des choses comme ça. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'algorithme tel que Siri ou des choses comme ça pour répondre, mais ça peut être implémenté pour qu'il puisse répondre à n'importe quelle question, qu'on puisse lui demander par exemple la météo et qu'il aille tout seul sur internet donner le temps qu'il fera demain par exemple. Pour l'instant, c'est pas implémenté, mais ça peut être utilisé évidemment dans le robot pour qu'il puisse répondre vraiment à n'importe quelle question. Donc j'ai fini ma présentation concernant les robots. La prochaine, on va dire, petite présentation et démonstration sur les robots qui feront du foot. Donc je vous en parlerai donc, après les questions quand on fera la démonstration. Donc si vous avez des questions pour moi ou pour Cédric concernant les robots ou l'intelligence artificielle, nous sommes tout oui. Oui. Moi, la grosse question que je me suis posée, c'était à propos des robots collaboratifs, un peu dans le même sens que les voitures. On avait eu des dates. Est-ce qu'il y a des échéances parce que c'est, je trouve, au niveau des sociétés, éminemment stratégique aussi, de savoir s'il faut se former au multi, Stobli, Kuka, Bébé, Fanuc, etc. pour faire des programmes. Ou est-ce que l'avènement des robots collaboratifs qui apprennent tout seuls, c'est à échéance 2 ans, et dans ce cas-là, ça change pas mal de choses? Alors en fait, pour l'instant, il n'y a pas, toutes les sociétés ne font pas des cobots. Donc Kuka, Stobli, etc., c'est plus des robots industriels. Même ABB, ils font des robots industriels. Oui. Il y a des sociétés, comme ABB, c'est le robot Yumi, il y a un robot qui est collaboratif. Il y a certaines sociétés qui sont spécialisées là-dedans, mais pour l'instant, c'est pas développé, c'est pas encore au point. Donc je sais pas dans combien de temps ça va se faire, mais moi, dans 3 ans, j'espère bien avoir mon robot qui apprenne le mouvement. Donc je pense d'ici peut-être 4-5 ans, il y aura sûrement des robots collaboratifs dans les usines. Ce qui est souvent critiqué, c'est la vitesse, justement, pour justifier que les robots sont toujours industriels, protégés, caractérisés, mais est-ce qu'il est quand même malgré tout envisageable que dans 5 ans, les robots collaboratifs soient vraiment industrialisables en situation et avec des cadences ouais. Alors en fait, l'idée des robots collaboratifs, c'est qu'ils travaillent avec les humains. Donc forcément, quand il y a un humain dans la boucle, il n'ira pas du tout à la même vitesse qu'un robot s'il était tout seul, enfermé dans une cage, à faire toujours le même mouvement. Donc la vitesse sera moindre, les objets qu'il va pouvoir porter sera moindre aussi, parce que plus on prend des gros objets, plus il y a des risques. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre ce type de robot lorsqu'il peut y avoir un humain et qu'il y a des tâches complexes à faire. Donc voilà, c'est vraiment quand il y a des choses complexes. Alors la cadence, ça sera au maximum, mais comme ça sera aussi lié à l'humain... Ça peut devenir le standard, c'est ça, parce que ça sera toujours pour certaines tâches, oui, mais pas pour tout. Ouais. Je pense qu'il y a certaines tâches, elles marchent très bien avec un robot, ça sert à rien de mettre un humain en plus, l'humain, il servira à rien. Mais pour certaines tâches où il y a par exemple un humain qui fait toujours la même chose et qui est tout seul, et à force de faire le même mouvement, il a des troubles musculo-squelettiques, il soit assisté par un robot. Ouais. Quand je disais standard, pardon, excusez-moi, je m'impose un peu, mais quand je disais standard, c'était vis-à-vis des autres robots. Je ne rentre pas dans le débat humain. Je pense que c'est vraiment 2 types de robots. Ah oui, ça restera. Je pense que ça restera vraiment 2 types. Il y a les robots qui doivent aller vite, qui travaillent tout seuls pour certaines tâches, et d'autres qui travailleront avec les humains. Je pense que c'est vraiment 2 types. Ok.
En tout cas, ce que je peux rajouter, c'est que ne vous formez pas, parce que le principe des algos qui sont développés et qu'Amélie va développer dans sa thèse, c'est qu'elle prend la main du robot pour lui montrer, et le robot apprend tout seul. Donc vous n'avez pas besoin de vous former, puisque ça sera déjà dans le robot, finalement. Pour les robots collaboratifs. Pour les robots collaboratifs. C'est complètement stupide de programmer en avance ces robots-là. Donc, ça sera de la démonstration. Comme les voitures autonomes, il n'y aura pas besoin de se former, elles marcheront en fait. Donc les industriels vont les intégrer. Il y a un industriel dans la boucle de la thèse d'Amélie. Je me demandais par rapport à la consommation d'énergie. Tous ces appareils-là fonctionnent à l'électricité. Dans un monde qui doit être plus économe en énergie, est-ce que vous en tenez déjà compte dans le développement que fonctionne à la prise de 120 volts, ou est-ce qu'elles sont solaires, ou est-ce que ça marche au petit poids? Alors en fait, nous, on développe vraiment que la partie informatique, donc comment marche la batterie, comment consomme le robot, nous, on fait pas ça. Comment ils sont dimensionnés les moteurs, quel type d'énergie on utilise pour le charger, c'est pas notre partie, nous on fait vraiment que les algorithmes. Donc, après c'est sûr que plus on fait des algorithmes gourmands, donc en intelligence artificielle avec du deep learning, plus ça consomme de l'électricité pour avoir un algorithme qui fonctionne. Donc c'est sûr que c'est à prendre en compte. Mais... De ce que j'ai compris de la consommation d'énergie, donc les algorithmes sont très gourmands, mais ce qui est très gourmand, c'est les transferts de données. Donc typiquement un Facebook ou un Google, c'est catastrophique. Parce que les data centers sont à l'autre bout de la Terre, on ne fait que s'envoyer, recevoir les données, donc c'est catastrophique. Par contre, il y a une branche de l'intelligence artificielle qui est là pour aider à ça en fait. Donc tout ce qui est maison intelligente, régulation par exemple de la température de façon modérée, peut aussi être fait par des algorithmes d'asservissement qui permettent de gérer ça, quoi. Et il y a des gens qui font... Nous, il y a une personne dans notre labo qui est sensible là-dessus et qui travaille là-dessus. On essaie aussi de rendre des algorithmes moins gourmands. Donc là, sur ce robot-là, on a un algorithme de détection de robots et de balles, vous verrez tout à l'heure, qui était vraiment gourmand à la base, qui prenait pratiquement 100% du CPU, donc du moteur d'intelligence là-dedans, et qui mettait plus de 2 secondes à reconnaître les objets. Et, grâce à des optimisations, on est passé à 20 millisecondes, et à peu près 10% d'optimisation de CPU. Donc c'est clair que c'est un vrai problème. Moi je trouve le deep learning et le big data, c'est une catastrophe environnementale. Surtout que les données qui transitent ne sont pas forcément pertinentes. C'est-à-dire quand vous remplissez quand vous créez un compte, par exemple, n'importe quel compte pour n'importe quel site web, c'est transmis un peu partout dans le monde ce truc-là, mais trois quarts du temps ça sert à rien en fait. Donc c'est un vrai problème, les data centers, c'est un vrai problème. Donc, je crois que tous les ans ça multiplie par 10 la taille des data centers. C'est catastrophique, mais nous on y est vraiment sensible. Il y a des gens ou des groupes de personnes qui travaillent sur ce... Ah oui, tout à fait. Nous, on a au moins une personne que je connais moi, qui travaille là-dessus. Ouais. Consommation. Et du coup, dans la gestion des big data aussi, l'arrivée des nouvelles technos, vous êtes affûté là-dessus? Je pensais aux ordinateurs quantiques et tout ça. Alors nous, on fait les algorithmes, donc non, on fait pas ça, mais il y a des gens au laboratoire qui font ça. Ouais, qui sont spécialisés là-dedans. Ouais, on a des personnes à Vannes notamment qui construisent les cartes en fait. Donc ils travaillent essentiellement sur les drones, donc faire des trucs pour les drones, mais c'est ce genre de techno qu'ils utilisent. J'avoue que j'y comprends absolument rien. Ça multiplie par 100 ou 1000 la capacité de calcul, c'est oui. Avec la même consommation électrique, c'est pour ça que c'est lié aussi. Oui. Pouvez nous citer des exemples d'applications industrielles de l'intelligence artificielle dans les services connexes en entreprise, en qualité, par exemple, achat, vous avez j'avais justement préparé ça. Alors, qu'est-ce que j'avais noté? Alors bon, il y a tous les procédés de production qui sont maintenant, vous avez peut-être entendu parler d'agilité. Nous on utilise ça depuis très longtemps en informatique. Donc c'est le fait de pouvoir reconfigurer
à peu près tous les postes à tout moment de façon automatique. Donc, quel exemple je pourrais donner là-dessus? Bon, c'est ce qui, sur la véhicule autonome, c'est ce qui va se passer, quoi. C'est-à-dire qu'à tout moment, on va pouvoir reconfigurer toutes les trajectoires d'à peu près tout. Donc, imaginons des entrées fournisseurs, des trucs qui sont en attente. Donc, c'est ce qui fait chez Naval, pour vous donner un exemple. Chez Naval, ils démontent les porte-avions nucléaires tous les 2 ans. Ils démontent tout, jusqu'au petit joint de ça dedans, quoi. Il suffit qu'une pièce n'arrive pas à temps pour que ça génère des millions de frais, de retard. Toutes ces choses-là peuvent être anticipées par l'intelligence artificielle. Alors pour être plus clair, un exemple qui peut-être vous parlera plus, moi j'ai énormément d'étudiants qui sont embauchés chez venteprivé.com. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ces étudiants-là? Ils sont en train de faire des algorithmes qui vont prédire votre consommation pour les prochains Noël. Donc quand vous commanderez quelque chose, je pense que ça sera mis en place au prochain Noël, l'algorithme aura déjà pensé avant vous que vous voulez une paire d'Adidas taille je sais pas combien, de telle couleur, et il l'aura mis à l'entrepôt à côté de chez vous. Vous ferez la commande le matin, 1 heure après, ça sera chez vous. Et c'est là-dessus que Vente Privée va essayer de battre tout le marché de tout le monde, quoi. Ça, c'est fait grâce à des algorithmes de prédiction. Donc ils ont votre profil, votre tranche d'âge, etc. Ils savent qu'il y a de bonnes chances pour que vous fassiez ce choix-là. Tout ce qui est RH, donc il y a beaucoup de e-learning. Relations clients, donc il y a énormément de choses qui s'appellent les chatbots, des hackers, des agents professionnels animés, qui étaient très mécaniques avant. Il y a des technologies qui sont en train d'être développées, c'est-à-dire que des technologies qui passent le test de Turing, c'est-à-dire que c'est des gens qui vous répondent, c'est pas des gens, c'est des programmes qui passent le test de Turing, c'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de dire si c'est un humain au bout du fil ou pas. Ils sont tellement évolués. Donc tout ce qui est relation client peut être automatisé et sera automatisé très probablement. Les robots que vous montre Amélie ont été rachetés par une société qui s'appelle SoftBank, qui est un des leaders mondiaux dans la banque. Et ils comptent mettre ça dans toutes les sociétés de banque donc partout dans le monde pour faire l'accueil et gérer les transactions classiques. Création de compte, virement, etc. Dans certaines bornes SNCF, il y a ça à Paris, il y a ça à Montparnasse. Donc tout ce qui est accueil client, etc., sera très probablement géré par des programmes. Après, sur les autres postes de production, je suis beaucoup moins spécialiste, je ne pourrai pas vous aider. Je pense qu'un exemple qui peut être cité aussi, c'est Waze. On l'utilise de plus en plus nombreux au jour le jour, et c'est typique du big data et de l'intelligence artificielle avec des prédictions et des reconfigurations. C'est typique. Vous avez peut-être vu sur Internet aussi, on vous propose des publicités ciblées qui vous correspondent. Il y a énormément de choses comme ça, donc je pense que ça va arriver. Bon, moi, je suis pas par exemple spécialisé RH, mais je vois très bien un système qui va prédire que telle personne va falloir peut-être la changer ou je ne sais trop quoi. Enfin, je connais vraiment rien, mais. Par rapport à l'apprentissage automatique, là je pense aux voitures automatiques. Où est-ce que ça en est d'un point de vue moral, on va dire? Si la voiture sait certainement qu'il va percuter une personne ou une autre, l'une est blanche, l'autre est noire, c'est une vieille personne ou bébé. Je sais que ça posait souci il y a 1 an, quelque chose, j'ai entendu ça. Oui, c'était Google Car. Le robot, c'est pas. Non. Sauf que si on l'apprend par exemple aux États-Unis, où il y a plus de personnes blanches, à un moment donné, il va choisir de percuter la personne noire parce qu'il a plus de blanc. Est-ce que. Où est-ce que ça en est, ça? Alors, tout ce qui est traitement de la vision, donc détecter une personne, qu'elle soit blanche, noire ou un animal ou je ne sais trop quoi, la vision en machine learning, elle est considérée comme un problème résolu. Donc on peut tout détecter de façon précise à tout moment. Donc ça, c'est pas un problème. Détecter, on y arrivera. Après, la prise de décision qui est derrière, là c'est plus compliqué, quoi. Et donc c'est là où ça bloque, en fait, puisque honnêtement, ces véhicules fonctionnent. C'est que, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, c'est des questions d'éthique, donc c'est un peu compliqué, et c'est ce qui s'est passé avec la Google Car. Il y a une personne, je crois qu'elle était ivre, ou je ne sais, enfin,
Les jeux vidéo, c'est impressionnant, la personne se jette sur le bureau. Et mais vu que c'est pas quelqu'un qui conduisait, c'est la voiture qui est remise en cause, quoi. Donc là, il n'y a que des lois, et je crois qu'ils y travaillent déjà. Enfin, moi, je suis à l'Association française d'intelligence artificielle, on a été consulté sur ces notions d'éthique, donc on a donné nos avis, mais après, c'est les politiques qui doivent s'emparer de ça, les sociétés d'assurance, un très très gros problème. Ça, c'est utilisé par les enfants. Qu'est-ce qui se passe le jour où il y a un petit souci, quoi? Et ça, les soucis, il y en a tout le temps, enfin, même dans les crèches, je veux dire, ça arrivera. Donc c'est pas un problème technologique en ce moment, c'est un problème d'éthique, d'acceptabilité, J'ai envie de préciser aussi, pardon, excusez-moi. Mais en fait, là, je trouve qu'on touche aussi aux capacités de traitement actuelles du big data, qui sont exploitées pour préparer l'avènement de toutes ces machines. Parce que ce que je sous-entends, et c'est exactement ça aussi, c'est que le problème n'est plus techno maintenant, pour les soucis éthiques, il en est à l'analyse. On utilise les big data, par exemple Facebook ou d'autres, pour mieux comprendre la société, l'humain, comment il réagit. Puis ce qu'ils découvrent, c'est que en fait, c'est culturel. C'est des fictions, interprétations, croyances en fonction de l'endroit où on se trouve dans le monde, son éducation, etc. Et que la décision dépend vraiment de où on habite. En France, on réagit différemment en Norvège, aux États-Unis. Et du coup, comment on légifère, quoi? Et est-ce qu'on doit faire des cas particuliers? C'est plus de la techno, en fait, plus du tout de la techno. On utilise la techno pour continuer à analyser le truc, et on va très très vite là-dessus aussi. Mais il y a une décision au bout d'un moment, et vous l'aviez dit au début, c'est du droit, des assurances, Je vais donner l'exemple de Facebook. Donc quand vous prenez une photo sur Facebook en France, voilà, il y a une photo avec des personnes, vous devez identifier les personnes pour qu'on sache qui c'est, quoi. Donc votre ami, votre femme, vos enfants. Aux États-Unis, c'est pas du tout pareil. Aux États-Unis, vous prenez une photo, vous la mettez sur Facebook, tout le monde est identifié automatiquement. Parce que c'est pas la même conception dans la société. Ça serait scandaleux en France. Aux États-Unis, ils comprennent même pas le problème, quoi. Mais ça fonctionne parfaitement, c'est-à-dire que vous avez mis votre profil sur Facebook, n'importe quelle photo qui se tombera avec vous serez tagué. Ça marche parfaitement. J'ai une petite question par rapport à la formation. Là, aujourd'hui, on forme des techniciens de niveau 3, donc des BTS par exemple, qui vont intervenir dans l'industrie pour faire de la maintenance. Et comment faire en sorte que ces jeunes-là ne soient pas écartés finalement de ces techniques qui sont menées mis en œuvre par des gens comme vous, niveau 5, voire plus. Comment faire en sorte qu'il n'y ait pas une rupture en fait entre la connaissance qu'on va avoir ces techniciens, que faire aussi dans les écoles pour qu'il n'y ait pas de rupture entre ces technos-là et puis... Honnêtement, j'ai vraiment aucune solution à proposer parce que déjà, nous on est en école d'ingénieur. Ils sortent en école d'ingénieur, on leur fait une introduction à l'intelligence artificielle, mais ils iraient. Enfin, honnêtement, il n'y a aucune chance. C'est trop dur. Le machine learning, par exemple, sans les 3 ans de thèse, c'est impossible de s'en sortir. C'est trop dur. C'est un métier d'expérience. Voilà. Parce que dans l'entreprise, en fait, on va avoir des techniciens qui vont bosser sur des cobots. On en voit un petit peu. Mais bon, c'est des gens qui ont un bagage de technicien. Oui, en fait, ils vont programmer avec le langage de programmation ABB, etc. Et ils ne pourront pas faire plus. Mais c'est déjà le cas en entreprise. Je veux dire, Facebook, Amazon, etc. Vous pouvez avoir des emplois, c'est doctorat maintenant. Parce que j'imagine, par exemple, une machine qui tombe en rate, par exemple, dans l'industrie. L'entreprise, elle a besoin de bosser, elle a besoin donc elle a cette position des techniciens qui sont bien formés, qui sont formés sur les automatismes. Et voilà, s'il y a un dysfonctionnement, comment on s'en sort, quoi. Moi, la société telle que je veux voir plus tard, ça va être quelqu'un qui a un doctorat qui va gérer une équipe dans laquelle il y aura des ingénieurs, des techniciens, etc. Et chacun aura sa tâche, mais la partie intelligence artificielle, à moins que ça évolue dans les 10 prochaines années, mais il n'y a aucune chance qu'un BTS s'en sorte. C'est logique, c'est inquiétant. Ça dépend. Chacun son métier, c'est toujours pareil. Moi, je suis fort en intelligence artificielle, je ne sais pas faire un gâteau, par exemple. Voilà. Chacun son truc, et je pense que le spécialiste d'intelligence artificielle ne saura pas réparer. Moi, je ne sais pas ouvrir ce robot. Je ne sais pas comment il marche. Je l'ai acheté comme ça. On l'a juste programmé, nous.
Maintenant, s'il y a ça qui pète ou ça qui pète, on le renvoie, et là, les techniciens sont super, je pense. Chacun son truc dans les étages. Et sur les écoles, je peux pas... Enfin, la question est pragmatique, en fait. Hein. C'est-à-dire que voilà, c'est des robots ou des cobots, côté l'intelligence artificielle demain dans l'entreprise qui s'utilisent, comme dans les entreprises d'agro par ici, bon, qui ont une équipe de maintenance à disposition. Hein. Les gens, il y a quelques ingés, mais c'est surtout des techniciens. Est-ce que cette équipe-là, comment faire pour qu'elle soit à même de procéder aux opérations de maintenance Est-ce que c'est possible? Est-ce que dans la réflexion globale, est-ce que c'est... Alors, tout ce qui est tests, etc., je sais qu'il y a des travaux qui vont être menés là-dessus. Mais non, j'ai pas la solution. Honnêtement, par exemple, j'ai conduit la voiture autonome, j'étais au garage avec. Le mécano m'a dit, non mais là, moi j'ai changé de métier, quoi. Je sais réparer une Twingo, il n'y a pas de problème, mais... c'est la question. Mais là, ça va... Là, ils ont des modules de test, ils branchent le truc, c'est tout. Enfin, ça change. Mais comme mes parents ont du mal à utiliser Internet, hein, je veux dire, c'est très compliqué. Ma mère, elle faisait la déclaration d'impôt, papier crayon. Hein. Mais malheureusement, il va falloir qu'elle s'y mette, quoi. Alors, je sais pas comment les formations, etc. Je sais pas comment ça peut évoluer, mais... D'inventer quelque chose qui puisse mettre tout le monde un petit peu en relation. Ou je vais proposer de poursuivre les débats autour d'un café. On va faire une pause puisque globalement on s'engage à terminer à 10h afin que les personnes qui doivent rentrer à leur entreprise puissent le faire. Donc on fait une pause jusqu'à 10h30 et on reprend avec Irek à 10h30 précise. Merci Cédric et merci Amélie et à tout de suite au café, on poursuit les échanges.